La Renaissance carolingienne désigne un vaste mouvement de renouveau intellectuel, artistique et religieux qui s'est développé sous l'impulsion de Charlemagne et de ses successeurs au Viets et Xème siècle. Cette période, souvent qualifiée de première renaissance de l'Occident, marque un moment décisif dans l'histoire de l'Europe médiévale. Elle ne s'apparente pas à la Renaissance italienne du XVe siècle, mais elle fut néanmoins un âge de lumière dans un monde souvent perçu comme plongé dans l'obscurité après la chute de l'Empire romain d'Occident. Contexte historique et politique. Lorsque Charlemagne monte sur le trône des Francs, 768, l'Europe occidentale se trouve fragmentée, marquée par l'effondrement de l'autorité romaine et par la persistance des guerres entre royaumes barbares. Le nouveau souverain, héritier de la dynastie carolingienne fondée par son grand-père Charles Martel, entreprend d'unifier son empire non seulement par les armes, mais aussi par la culture et la religion. Son objectif était clair, restaurer l'ordre chrétien et assurer l'unité de son immense territoire, qui s'étendait de la mer du Nord à l'Italie et de l'Atlantique à la Germanie. Pour ce faire, il avait besoin de lettrés capables d'administrer, de clercs instruits pour encadrer la population et d'une culture commune pour cimenter l'ensemble. C'est dans ce contexte qu'émerge la Renaissance carolingienne, soutenue par Charlemagne, mais également par des penseurs et réformateurs venus d'horizons variés. H2. Les acteurs principaux du renouveau intellectuel, Charlemagne s'entoura d'un cercle d'intellectuels étrangers qu'il fit venir à sa cour d'Aix-la-Chapelle. Parmi eux, Alcuin d'York, un anglo-saxon érudit qui fut le principal conseiller du roi pour les questions d'éducation et de théologie. Il organisa l'école palatine et forma de nombreux clercs et administrateurs. Paul Diacre, moine lombard, historien et enseignant, qui participa à la transmission de la culture latine. Égingard, biographe de Charlemagne, auteur de la Vita Caroli Magni, qui devint une source majeure pour l'histoire du souverain. Théodulphe d'Orléans, évêque d'origine wisigothique, connu pour ses poèmes et ses travaux théologiques. Ce cercle intellectuel développa une vision commune. Éduquer, standardiser, transmettre. Leur mission consistait à réorganiser l'enseignement, corriger les textes anciens et répandre une culture commune dans tout l'Empire. 3. Réforme de l'éducation et des écoles. La Renaissance carolingienne se manifesta d'abord par une véritable réforme scolaire. Les écoles monastiques et cathédrales furent multipliées afin d'instruire les clercs, mais aussi les enfants des élites laïques. L'école palatine d'Aix-la-Chapelle devint un centre d'excellence où l'on enseignait non seulement la théologie, mais aussi les arts libéraux. Le programme scolaire s'inspirait du modèle antique du trivium, grammaire, rhétorique, dialectique, et du quadrivium, arithmétique, géométrie, musique, astronomie. L'accent était mis sur la maîtrise du latin, langue de l'Église, de l'administration et de la culture savante. Cette organisation assura une formation commune aux futurs administrateurs et clercs, permettant d'unifier l'Empire autour d'une culture écrite et latine. 4. La normalisation du latin et des textes religieux. Une autre contribution essentielle de la Renaissance carolingienne fut la standardisation de l'écriture et de la langue. Les érudits carolingiens mirent au point une nouvelle écriture claire et lisible, la minuscule caroline, ancêtre de notre écriture latine moderne. Elle facilita la lecture et la copie des manuscrits. Les textes bibliques furent révisés afin de corriger les erreurs accumulées au fil des copies. On produisit une version plus uniforme de la Vulgate de Saint Jérôme. Les œuvres des auteurs antiques, Virgile, Cicéron, Boès, etc., furent recopiées et sauvegardées. Sans cet effort, nombre de ces textes auraient pu disparaître. Ainsi, la Renaissance carolingienne fut déterminante dans la préservation de l'héritage gréco-romain, qui influencera toute la culture médiévale et au-delà. 5. Art et architecture. Le renouveau carolingien ne se limita pas aux lettres. Il marqua aussi l'art et l'architecture. L'art carolingien s'inspira des modèles antiques et byzantins, mais avec une touche originale. On produisit des enluminures d'une grande richesse, ornant les manuscrits sacrés. Les motifs combinaient influences méditerranéennes et germaniques. L'architecture carolingienne connut un développement notable, notamment avec la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, chef-d'œuvre inspiré de l'art byzantin de Ravenne. On construisit de nombreuses abbayes et églises, souvent selon un plan basilical.
Les arts décoratifs, tels que l'orfèvrerie et la sculpture sur ivoire, furent également encouragés. Ces créations reflétaient la volonté de Charlemagne d'associer grandeur impériale et dévotion chrétienne. 6. La réforme religieuse Charlemagne, en tant qu'empereur chrétien, voulut renforcer l'unité religieuse de son empire. Il imposa des règles disciplinaires plus strictes aux moines et aux clercs. L'ordre bénédictin, codifié par Benoît d'Aniane, devint la référence pour la vie monastique. Les conciles carolingiens établirent des normes pour la liturgie, la doctrine et l'organisation ecclésiastique. La prédication fut encouragée, ainsi que la diffusion d'homélies et de catéchèses en langue compréhensible pour les fidèles. Cette réforme renforça le rôle de l'Église dans la société et affermit l'autorité impériale sur le plan spirituel. H7. Limite et portée de la Renaissance carolingienne. Si la Renaissance carolingienne fut un moment de renouveau, il ne faut pas exagérer sa portée. Ce mouvement toucha surtout les élites religieuses et politiques, tandis que la majorité de la population resta analphabète et attachée à des traditions orales. Après la mort de Charlemagne, 814, et surtout après le partage de Verdun, 843, l'empire carolingien se fragmenta, entraînant un ralentissement culturel. Cependant, les acquis essentiels, écriture caroline, transmission des textes, réformes monastiques, survécurent et influencèrent tout le Moyen Âge. On peut donc dire que cette Renaissance fut moins un âge d'or qu'un socle fondamental pour la culture européenne à venir. 8. Héritage de la Renaissance carolingienne. L'importance de ce mouvement réside dans sa fonction de pont entre l'Antiquité et le Moyen Âge central. Grâce à la copie des manuscrits, une partie de l'héritage gréco-romain a pu être transmise aux générations futures. L'institution scolaire carolingienne servit de base aux futures universités médiévales. La minuscule caroline inspira directement les typographes de la Renaissance italienne et par conséquent l'écriture moderne. Le modèle d'un empire chrétien unifié autour d'un souverain fort et de l'Église marqua profondément l'imaginaire médiéval et même l'histoire politique européenne. Conclusion. La Renaissance carolingienne, initiée sous Charlemagne, ne fut pas une révolution généralisée, mais plutôt une réorganisation intellectuelle et religieuse centrée sur les élites, qui permit de sauver, codifier et transmettre une part essentielle de la culture antique et chrétienne. Elle ouvrit la voie à un Moyen-Âge plus structuré, où l'Église et la culture latine jouèrent un rôle de ciment pour l'Europe. Sans ce renouveau, l'héritage antique aurait pu sombrer dans l'oubli, et la civilisation médiévale occidentale n'aurait pas eu les bases nécessaires pour s'épanouir.